En fait, s'il y a eu un silence de 1 minute 30 après que la dernière enchère ait été formulée, là, la personne est déclarée adjudicataire du bien, donc plus offrant et dernier enchérisseur à l'issue de ces 1 minute 30. Est-ce qu'on peut faire un emprunt ou est-ce qu'on est obligé de payer comptant? Alors, très bonne question et j'allais y venir parce que ça fait partie des autres critères, on va dire, qui peuvent nécessiter de décoter un bien par rapport au marché classique du gré à gré. C'est qu'il n'y a pas de clause suspensive d'obtention de crédit. Ça peut aussi arriver assez souvent, hein, un bien sur lequel il y a qu'un seul enchérisseur qui se présente. Donc là, il fait l'affaire du siècle parce qu'il repart avec un bien à hauteur de sa mise à prix. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Ferrari, donc qui est directeur adjoint de Licitor. Salut Antoine. Salut. On va aborder aujourd'hui un sujet assez sympa que je voulais aborder depuis maintenant quelques semaines, qui peut paraître réservé on va dire, à des gens qui sont vraiment initiés du milieu. Donc c'est la vente aux enchères immobilières. Et l'idée, c'est justement de décrypter tout ça ensemble, Antoine, pour voir, parce que on va voir qu'il y a différents types d'enchères immobilières, tu vas pouvoir décrire, mais que dans la majorité des cas, ces enchères sont accessibles au public, mais malgré tout, ça reste quand même, c'est peut-être historique, réservé, comme je le disais, à des personnes initiées, en tout cas connaisseurs un petit peu du système. On va voir si c'est possible de faire de bonnes affaires, oui ou non, dans ce mode, on va dire, d'investissement, en tout cas d'acquisition. Si on peut le faire de façon éthique aussi, sur le podcast de la bonne fortune, j'aime aborder différentes manières de gérer, on va dire, l'épargne, l'investissement, notre rapport à l'argent. Mais je trouve ça intéressant qu'on puisse le faire et donner du sens, en tout cas, à nos investissements. Donc, on va voir si on peut le faire aussi de façon éthique. Et j'aime bien poser des petites questions. J'avais fait un petit sondage sur LinkedIn et Instagram et il y a 88% des personnes qui ont répondu que oui, nous pouvons faire des bonnes affaires avec les ventes aux enchères, contre 12% qui, eux, pensaient peut-être plus à l'inverse, que c'était peut-être un type d'acquisition risqué. Ça vient peut-être de la méconnaissance de ce type d'acquisition. Avant de rentrer dans le sujet, de voir tout ça, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter Licitor? Donc du coup, c'est une plateforme de mise en relation pour les ventes aux enchères où je crois que vous détenez 80-90% des ventes qui passent par votre plateforme. En tout cas, vous les mettez à l'affichage. Est-ce que tu peux te présenter toi et puis ta boîte en quelques mots, Antoine? Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je suis Antoine Ferrari, le fils du fondateur de Licitor, Pascal Ferrari, qui, il y a 25 ans, en 87, a monté ce projet de plateforme Internet à l'époque en partenariat avec la profession d'avocat, dans le but de pouvoir rendre plus transparent et plus fluide l'information relative aux ventes aux enchères immobilières qui ont lieu dans les tribunaux. Euh, Parce que comme son nom l'indique, c'est des ventes aux enchères publiques et le gros enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est de pouvoir tenir informé un maximum d'enchérisseurs potentiels pour le jour d'une vente. Et de manière traditionnelle, la publicité judiciaire qui est faite autour de ces biens, c'est toujours faite sur la presse papier. Mhm. Et avec l'arrivée de la technologie Internet dans les années 90, c'est ce qui a motivé vraiment la création de ce projet, pouvoir rendre encore une fois plus fluide l'information qui coule sur ce marché. Parce que en fait, le constat dans les années 90, même si j'étais pas bien vieux à l'époque, mais le constat qu'on faisait dans les années 90, c'est que finalement, ces ventes aux enchères qui avaient lieu à la barre des tribunaux, certains appelaient même ça des braderies, puisqu'en fait, ça s'adresserait, comme tu le disais en introduction,
un tout petit noyau de marchands de biens ou professionnels qui étaient bien initiés avec le concept, et ce qui faisait que du coup, il y avait très peu de concurrence entre les enchérisseurs et que les biens partaient à des prix complètement bradés. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur comment est fixée la mise à prix, etc. Mais c'est évidemment problématique et tout ce qui fait la légitimité de l'existence de cette procédure judiciaire, c'est le fait que les enchères puissent monter. Donc nous, Licitor, notre but, c'est de contribuer à faire venir un maximum d'enchérisseurs le jour d'une vente en relayant l'information sur une plateforme web et aussi mobile, du coup, depuis 5 ans, puisqu'on a lancé une application mobile qui reprend les mêmes services que sur le web, mais de manière un peu plus ergonomique sur smartphone, du coup. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille en fait avec les avocats qui poursuivent les ventes pour le compte de leurs clients, qui nous font passer leurs annonces, ou bien on se charge aussi de faire un travail de récupération des annonces légales qui sont publiées dans la presse, pareil, par les avocats qui gèrent les ventes, dans le but de pouvoir justement proposer à un public une plateforme qui est accessible en ligne, donc à distance, gratuitement, et sur laquelle, du coup, on pourra retrouver le panel d'annonces le plus exhaustif qui soit. En tout cas, nous, on cherche à tendre à l'exhaustivité, et effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, Licitor, on couvre, on estime ça entre à environ 95% des annonces de vente judiciaire sont aujourd'hui référencées sur Licitor. OK, ouais, d'accord. Donc, vous avez, vraiment, ce réseau qui vous permet aujourd'hui d'être, vraiment, installés vraiment partout et vous donnez, à l'ensemble des particuliers qui souhaiteraient se renseigner et voir un petit peu et avoir connaissance, en tout cas, de tout ce qui se passe sur les ventes immobilières, cette possibilité. Moi-même, j'ai téléchargé, cette application, ça fait, grosso modo, 1 an. Alors j'ai jamais jusqu'à aujourd'hui, participé, à une acquisition par l'intermédiaire d'une vente aux enchères. Peut-être que 2022, ça sera le cas. On disait, il y a 3 types notamment de ventes, aux enchères. Il y a les ventes, notariales qui sont faites là à l'initiative des vendeurs, qui souhaitent mettre leurs biens, en vente, mais avec, ce procédé d'enchère. Donc là, c'est vraiment une vente volontaire. On a également les ventes, du domaine, donc là où c'est l'État qui se déleste un petit peu de certains biens qu'il peut avoir dans son patrimoine et qui souhaiterait vendre pour, récupérer des fonds pour quelque raison que ce soit. Et après, nous avons les ventes judiciaires qui représentent, elles, la grande majorité, où là, donc, ça va être un créancier qui va récupérer un bien pour différentes raisons, que ce soit impayé, que ce soit dans le cadre de jugement, de séparation, etc. Est-ce que tu peux développer très très rapidement ces 3 ventes et puis peut-être finir par les ventes judiciaires qui, a priori, représentent la très très grande majorité des ventes aux enchères immobilières? Oui, bien sûr. Alors, on peut même dire, en fait, pour reprendre de la hauteur sur tout le marché des ventes aux enchères, il y a en fait deux types de ventes aux enchères. Les ventes aux enchères de mobilier, qui sont plus souvent organisées à l'initiative des commissaires-priseurs, par exemple dans le cadre d'une liquidation judiciaire, où on va vendre aux enchères, par exemple, le stock ou le matériel professionnel de l'entreprise qui a été liquidé. Et il y a effectivement les ventes immobilières sur lesquelles on va beaucoup plus échanger aujourd'hui, dans lesquelles on retrouve grosso modo, comme tu disais, 3 types de ventes. Les premières sont les ventes notariales, effectivement, qui n'ont rien à voir avec les ventes judiciaires sur lesquelles je reviendrai après. Vente notariale parce que là, on est plus dans un contexte de vente volontaire et non pas de vente forcée. Comme tu disais, un particulier ou même une institution qui a un bien immobilier sur les bras et qui cherche à le vendre peut tout à fait, si elle le souhaite, passer par ce mode de réalisation qu'est la vente aux enchères et qui, alors ça c'est propre à la France, sont des ventes qui sont organisées par des officiers ministériels qui ont cette autorité de pouvoir mener et organiser une vente aux enchères, qui sont du coup les notaires. Donc, par exemple, à Paris, c'est quelque chose qui est assez populaire. La Chambre des notaires de Paris fait pas mal de ventes aux enchères immobilières volontaires, du coup, Mhm. qui, en fait, le plus souvent, on se rend compte, sont des biens immobiliers issus de successions vacantes. Ce qui peut nous amener au deuxième type de vente aux enchères, mais qui, du coup, se rejoignent de plus en plus dans le premier que je décrivais, les ventes notariales, qui sont les ventes aux enchères domaniales, c'est-à-dire des biens immobiliers qui sont issus de successions vacantes et dont
l'État récupère entre guillemets la responsabilité de désintéresser les créanciers des créances qu'il pouvait y avoir. Par exemple, des crédits qui couraient toujours auprès d'une banque, des charges de copropriété auprès du syndic. Et c'est très souvent les raisons pour lesquelles des héritiers d'un bien se désintéressent parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'éponger l'ardoise. Et du coup, dans ces cas-là, c'est confié à l'administration publique, qu'on appelle les domaines, et qui du coup peut se charger lui-même de mettre en vente aux enchères ce bien immobilier. Donc là, dans ce cadre-là, l'État va récupérer plutôt dans le cadre bien souvent de succession. C'est pas des biens qu'il a déjà auparavant et qu'il souhaite revendre. Ça va être plus lorsqu'il récupère des biens lors de succession avec des héritiers qui ne savent pas faire face soit aux frais de succession. On l'avait abordé sur différents épisodes avec Maître Juliette Oliveau et puis Maître Cyril Colmagro dans le cadre de la succession, ou alors soit s'il n'y a pas, j'imagine, d'héritier désigné, il n'y a plus d'héritier en bout de chaîne, donc l'État récupère le bien et là, s'il juge opportun, le met en vente par ce procédé. Alors c'est ça, effectivement, il y a les ventes sur succession vacantes d'un côté et les ventes domaniales de l'autre, où là, effectivement, on va retrouver des biens qui n'appartenaient pas à un particulier, mais qui appartiennent à l'État depuis toujours, qui ont été construits grâce à l'argent public, par exemple des anciennes casernes, des anciens hôpitaux, des anciennes écoles, des choses comme ça. Et effectivement, l'État organise aussi pas mal de ventes aux enchères de ces biens-là. Et enfin, du coup, les troisièmes types de ventes aux enchères immobilières qu'on retrouve, et qui sont aujourd'hui les plus généralisées en France par rapport au volume de dossiers qu'on a à l'année, c'est celles dans lesquelles on est, nous, chez Licitor, les ventes judiciaires, qui ont lieu à la barre des tribunaux. Alors ça, c'est des ventes qui sont en fait initiées par un créancier poursuivant une vente qui ne peut plus se faire payer par son débiteur et qui, dans ces cas-là, saisit un juge pour que le bien soit mis en vente aux enchères à hauteur de ce qu'on appelle la créance résiduelle, c'est-à-dire ce que le débiteur devait régler à son créancier pour, pareil, solder les comptes. D'accord, donc concrètement, quelqu'un qui s'est engagé par exemple sur une acquisition d'un bien, une maison, un appartement, un terrain, peu importe, mais qui, disons, aurait peut-être une valeur euh, initiale de 400 000 euros, il lui reste 150 000 euros à payer, il ne sait plus faire face pour X raisons. À partir de là, bon, il y a toute une procédure, ça prend du temps, etc. Mais si en bout de chaîne, donc il y a le créancier qui reprend ce bien pour le vendre, typiquement la banque, hein, qui a ce manque à gagner, le vend sur cette base des 150 000 euros restants. C'est bien ça. Exactement, exactement. Et du coup, elle passe par un avocat pour se faire représenter, parce qu'elle peut évidemment pas organiser elle-même des ventes aux enchères, hein. C'est très cadré, évidemment. Donc, elle saisit un avocat et effectivement, elle va mettre à prix ce terrain à hauteur de ce qu'on lui devait, donc 150 000 euros. Des fois, la mise à prix, elle est très souvent fixée à partir de la créance résiduelle, mais on va aussi tenir compte d'autres critères propres à l'évaluation même du bien. Après, on va regarder l'état d'entretien, la localisation, ces choses-là, diagnostic de performance énergétique si on est sur un bien construit, un bien bâti. Mais c'est ça vraiment le critère de référence, c'est la créance résiduelle. D'accord, et ça représente, et donc ces ventes judiciaires qui sont la grande majorité, ça représente à peu près combien par rapport aux ventes, on va dire, notariales ou alors de domaine, ça représente combien en termes de volume, de pourcentage, etc. Parce qu'on disait que c'était la grande majorité, mais à quel niveau à peu près? J'ai pas forcément les chiffres exacts en tête. Je sais que par exemple à la Chambre des notaires de Paris, ils font environ 300 ventes à l'année, parce qu'elle est la plus grosse chambre des notaires de France. Et si on généralise sur l'ensemble du territoire, je pense qu'on arrive grosso modo aux alentours de 500 ventes notariales à l'année, en prenant toute la France. Mhm. Côté vente judiciaire, on est plus aux alentours, j'ai repris les chiffres en détail, on est plus aux alentours des après, ça va dépendre des années, hein. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins, mais on est très souvent entre 3000 et 5000 ventes à l'année dans tous les tribunaux de France. Il y en a 150 au total. Et en effet, donc 5000 versus 500, grosso modo, donc on voit ça représente 90%, 80, 85, 90% sont des ventes judiciaires. C'est ça. Et de là, donc on se dit bien, il y a toute cette imaginaire, encore une fois, autour de la vente aux enchères, que un acquéreur potentiel, nous, investisseurs, si moi demain je suis intéressé par ce mode d'acquisition, euh,
on est là, on voit ça en se frottant les mains, de dire, ah ben tiens, c'est parfait, je vais potentiellement pouvoir faire une bonne affaire. Donc, on va décrire un peu le processus, etc. Mais au final, est-ce que ça serait pas de faire des affaires sur le dos, quelque part, de la misère des gens? Et ça poserait potentiellement un problème éthique. Quelle est ta vision? Quelle est ton approche là-dessus? On a pu voir, pour faire le parallèle un petit peu, on a fait une émission avec Juliette Bouillet sur le viager, qui était vraiment extra. Et pour le viager, on peut avoir cette image de dire, je vais faire une acquisition entre guillemets en pariant sur la mort de la personne. Et au final, lors de cette émission, justement avec Juliette, on a déconstruit un petit peu toute cette fausse idée, toute cette fausse image qu'il peut y avoir là-dessus, ces idées reçues, dans le sens où on peut accompagner la personne pour la fin de vie, lui permettre de leur donner un pouvoir d'achat, etc., etc. Et là, dans le cadre d'une vente judiciaire, est-ce que quelque part, ça permet d'accompagner les personnes? Est-ce qu'on peut faire une transaction avec un modèle, j'aime bien dire, gagnant-gagnant? Ou alors est-ce qu'on est vraiment exclusivement sur la misère des personnes, et de dire, bah, tiens, j'en profite, il est dans une situation indélicate, et je vais en profiter pour finir de lui couler la tête sous l'eau, en quelque sorte. Oui, bah, c'est une question à laquelle on peut à la fois répondre oui et répondre non. On pourrait faire un parallèle, par exemple, est-ce que on pourrait dire qu'un médecin fait de l'argent sur le dos de la malheur de ses patients? Je pense pas, parce que en fait, de la casse, ça arrive tout le temps dans toutes les sociétés. Bon, là, on parle pas de casse physique comme dans le cadre d'une médecine, c'est plus une casse financière, quelqu'un qui est en situation de défaillance par rapport à son prêteur. Bien sûr. Je trouve ça toujours en fait intéressant de répondre à cette question en faisant un comparatif par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Par exemple, si on va voir du côté des pays anglo-saxons comme les États-Unis, on n'a pas toutes ces procédures de vente aux enchères judiciaires où, en fait, l'intérêt de cette procédure, c'est que, ça je l'ai même pas précisé, mais lorsqu'on met un bien, lorsqu'on met une mise à prix à hauteur de la créance résiduelle, le but du jeu, c'est que grâce à une bonne publicité qui a été faite auprès du public en amont de la vente, les enchères puissent grimper. Et si il y a un reliquat entre la mise à prix qui a été fixée et le prix d'adjudication finale, eh bien la banque, elle, est désintéressée de sa créance et le reliquat va du coup pour le débiteur qui a été saisi. Ce qui lui permet du coup de ne pas repartir complètement à nu, si je puis dire, parce que c'est là où j'allais en venir. Par exemple, dans des pays comme les États-Unis, on n'est pas du tout sur cette procédure-là. On parle plus de procédure de repossession ou de foreclosure. Repossession, par exemple, pour un crédit conso, vous avez acheté une voiture, vous pouvez plus la rembourser. Euh, le prêteur peut légalement ordonner la récupération des clés, récupérer le véhicule pour lui, et il aura été désintéressé de sa créance. Pour l'immobilier, c'est un peu plus subtil, mais on en revient facilement à la même chose. C'est-à-dire qu'une vente aux enchères est organisée et ce créancier peut lui-même porter une enchère, alors très souvent à hauteur de ce que le débiteur lui devait. Et on tombe du coup très souvent, s'il n'y a pas forcément plus une bonne publicité qui est faite auprès du public, on retombe très souvent dans les travers d'un système de repossession. Et là où du coup c'est compliqué, c'est que d'une part, la personne se fait saisir de force son bien immobilier, et en plus, elle a rien derrière, quoi. Mhm. Tandis qu'en France, on a quand même eu cette souplesse par rapport au passé, parce qu'on pourrait même faire des parallèles par rapport à plusieurs siècles en arrière, où au Moyen Âge, le fait de ne pas payer ses dettes, c'était de l'ordre du blasphème, carrément, c'est-à-dire qu'on vous traînait sur la place publique et on vous humiliait en tout genre, en plus de vous déposséder de vos biens. Mais jusqu'il y a encore assez récemment, il y avait même des peines d'emprisonnement pour dette. Donc, heureusement, par rapport au passé, on a su évoluer dans le bon sens, je pense. Maintenant, c'est une procédure qui a été créée pour justement pouvoir mieux préserver, d'une part, l'honneur et surtout les intérêts d'un débiteur qui se fait saisir de force son bien. Parce que dans tous les cas, ça reste ce que je disais en introduction de la casse pour une société, et évidemment, un mauvais payeur, c'est problématique pour une société. Il a fallu qu'on trouve des solutions intelligentes pour qu'il y ait cet accord gagnant-gagnant, entre guillemets, où une banque peut récupérer le montant de sa créance et un débiteur ne part pas complètement à nu s'il y a une vente qui a eu lieu. Donc on sent comme ça toute cette évolution, d'une part historique en France, et puis même si on fait une comparaison comme tu l'as fait outre-Atlantique, etc., où c'est peut-être beaucoup plus strict, rigide, beaucoup plus dur, en France il y a quand même
ce système de vente aux enchères qui est fait pour également, comme tu dis, préserver d'une part l'honneur du débiteur, de la personne qui a cette dette, et en quelque sorte, c'est également organisé pour stimuler et faire en sorte que, au bout du bout, la personne, d'une part, rembourse sa dette, ça c'est le premier lieu, et deuxièmement, reparte en plus avec quelque chose derrière, ce qui va permettre éventuellement dans certains cas de se reconstruire, etc., etc. En plus, j'imagine que bon, avant d'arriver sur une vente aux enchères judiciaire, et puis après on va voir un petit peu le déroulement un peu plus technique, comment participer, comment investir par ce type de bien pour ceux qui le souhaitent. Mais j'imagine que ça n'intervient pas au bout du premier non-règlement. Typiquement, quelqu'un qui est endetté, il y a des mensualités de crédit à payer. Pour prendre cet exemple, c'est pas dès la première mensualité qui va venir se faire saisir son bien, etc. Il y a tout un accompagnement de la part de la banque, d'une part, j'imagine, de la part après de tout le système qui est mis en place, les huissiers, les avocats, les notaires, etc., qui viennent dans tout ça avant de donner entre guillemets, ce jugement pour dessaisir la personne de son bien. Évidemment, on n'en a pas parlé en introduction, mais cette étape de vente forcée au tribunal, c'est la dernière étape de dernier recours pour un créancier qui souhaite récupérer le montant de sa créance. Avant ça, il y a toute une phase amiable, on va l'appeler comme ça, qui va donner lieu en fait à des négociations entre le créancier et son débiteur pour voir comment on peut trouver une solution d'appurement, de règlement de son emprunt à l'amiable, encore une fois, sans avoir à passer par cette case de tribunal. Parce que les banques, je pense, vous le diront, c'est ce qu'elles cherchent à éviter à tout prix. Alors, c'est avant tout par rapport à l'aspect chronophage d'une procédure judiciaire, ça coûte en temps et en argent. Eh oui. Et puis, il y a aussi peut-être un aspect image pour une banque, parce que c'est jamais agréable, évidemment, de mettre quelqu'un à la porte alors qu'on lui a prêté de l'argent par le passé, quoi. Donc partant de ça, donc on revient un petit peu sur ta plateforme Licitor, sur ton site internet. Donc on voit les différentes annonces qui sont publiées, qui sont commercialisées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, encore une fois, comme je te disais avant de préparer cette émission, mais en tout cas qui sont publiées. Et puis donc on peut voir, donc c'est vraiment bien fait. On peut en quelques clics sélectionner la région, etc., le tribunal compétent, et on tombe sur des annonces, hein, en quelque sorte. Euh, donc là, moi, si je regarde du côté de Poitiers, là, on voit une maison à Saint-Benoît, 105 mètres carrés, une mise à prix à 72 000 euros. Donc, grosso modo, une mise à prix à 700 euros du mètre carré pour un marché sur ce type d'habitation qui est peut-être à 2 000 euros du mètre. Donc, on peut voir une mise à prix vraiment relativement faible. Si on va du côté du nord, à Tourcoing, 94, l'avenue de Paris, il y a une mise à prix pour un appartement avec une place de stationnement à 23 000 euros. Euh, donc on se doute bien que la valeur du bien n'est pas à ce prix-là. Euh, Comment ça se déroule? Comment ça se passe? On voit il y a des visites qui sont prévues telle date, telle heure. Il y a des contacts. Vous mettez les contacts soit de l'huissier qui va organiser la visite ou alors des avocats. Comment ça se passe? Alors c'est ça, effectivement, la mise à prix, elle est fortement décotée volontairement pour tenir compte de tous ces critères qui vont venir impacter le bon déroulement de la vente, entre guillemets, par rapport à une vente classique de gré à gré où on passerait par un agent immobilier. Là, on est dans le cadre d'une procédure de vente forcée où très souvent, évidemment, le propriétaire du bien n'est pas très coopératif à vendre. Et donc, tout ce qui va concerner, par exemple, les visites, c'est quelque chose qui est très encadré. On ne peut pas en faire plusieurs comme ça le serait avec un agent immobilier. C'est des visites qui sont organisées sur des plages horaires très précises, à des heures ouvrables en semaine, et qui sont faites sous l'autorité d'un huissier de justice, pareil, un officier ministériel, et des visites qui, du coup, sont collectives. Donc évidemment, c'est pas la même chose que quand on a le droit aux visites individuelles ou visites virtuelles ou autres de l'autre côté de la barrière avec les agents immobiliers. Et donc nous, en fait, ce qu'on se charge de faire sur nos annonces, Mhm. c'est de, en premier lieu, préciser la date, le lieu et l'heure de la vente, un résumé assez succinct du descriptif du bien qui est vendu, sa mise à prix, l'adresse du bien,
sur laquelle on peut se rendre pour justement visiter sur place. Ouais, sur le site, en plus, vous mettez afficher le plan et comme ça, vous reliez directement l'adresse avec Google Maps. C'est assez bien fait, encore une fois, donc on peut se rendre compte assez facilement de l'environnement ambiant. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, exactement. L'avantage de Google Maps, c'est qu'on peut cliquer sur Street View et avoir un premier aperçu extérieur de la maison. Maintenant, effectivement, si on va avoir plus d'informations, des photos qui ont été prises à l'intérieur, on appelle ça en fait le PV descriptif dressé par l'huissier au moment où il entre dans les lieux et dans lequel on va retrouver toutes les photos et descriptions relatives à l'état du bien. Ça, c'est pareil, c'est des documents qui sont moins facilement diffusables que ça peut l'être dans une procédure classique de gré à gré. Parce que là, dans ces documents, on va voir apparaître le nom du débiteur saisi. Donc, à moins de les anonymiser complètement, on ne peut pas se permettre de les diffuser en ligne sur une plateforme comme Licitor. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, sur la plupart de nos annonces, ces documents ne sont pas accessibles en ligne. Il faut en fait se rapprocher directement de l'avocat poursuivant la vente, Mhm. dont les coordonnées figurent au pied de nos annonces, justement. Quelqu'un qui souhaiterait participer, en tout cas voir pour, ne serait-ce peut-être par curiosité, hein, donc prend contact avec cet avocat, se présente lors de la visite qui est établie, et après donc pour aller plus loin, pour participer à la vente, il y a quand même des précautions. Quelles sont les précautions à prendre pour pas se faire avoir, parce qu'il ne s'agit pas du même mécanisme d'une vente classique. On verra sur le procédé, je crois qu'il n'y a pas de clause suspensive d'obtention de crédit ou toutes ces choses-là qui font que, en quelque sorte, sur une vente classique, on va dire, l'acquéreur est en position dite de force et peut se rétracter plus ou moins comme il le souhaite avec différents moyens, les 10 jours sous le compromis, les clauses suspensives, etc. Que là, il y a quand même des précautions à prendre, c'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, en fait, en plus du fait que le bien que vous comptiez acheter puisse être encore occupé, soit par un locataire, soit par le propriétaire saisi. Mhm. Ce qui veut dire que derrière, si on est déclaré adjudicataire, on doit faire son affaire personnelle de l'occupation des lieux. Autrement dit, s'occuper par soi-même de faire expulser la personne. C'est ça, en fait, je pense, l'étape la plus délicate. Mais effectivement, ne serait-ce que pour pouvoir porter une enchère au tribunal, il y a certaines contraintes auxquelles on doit se plier. Il faut bien retenir une chose, c'est que lorsqu'on porte une enchère, on se porte légalement responsable presque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire une enchère si c'est pour faire en fait ce qu'on appelle derrière une folle enchère. Ne pas régler le montant qu'on a déclaré vouloir payer. Parce que ça, évidemment, c'est problématique pour toute la procédure. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on a prévu pour éviter cela, pour pouvoir porter une enchère, un enchérisseur doit remettre il doit déjà, je ne l'ai même pas précisé, se faire représenter par un avocat D'accord. qui porte les enchères en son nom. Ça, c'est obligatoire d'être représenté par un avocat. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans le cadre des ventes judiciaires. D'accord. Après, dans le cadre des ventes notariales qu'on évoquait, là, étant donné que c'est plus sous l'autorité d'un juge, on n'a plus besoin de passer par l'intermédiaire d'un avocat. Mais dans le cas d'une vente judiciaire, oui, ça c'est effectivement très important. D'accord, ouais. Il faut se faire représenter par un avocat, ce qui peut déjà représenter des premiers frais en soi. Tout dépend du praticien en question. Certains vont facturer des honoraires, d'autres non. Mais ce qu'il faut aussi retenir, en plus de ça, c'est que pour avoir le droit de porter une enchère, il faut, un, se faire représenter par un avocat, et deux, avoir déposé un chèque de banque de consignation qui représente 10% du montant de la mise à prix. Donc, pour reprendre ton exemple du terrain mis à prix à 150 000 euros, il faut, pour, entre guillemets, attester de sa solvabilité, de sa bonne solvabilité, avoir déposé un chèque de consignation de 15 000 euros pour avoir le droit d'enchérir sur ce terrain. D'accord, donc pour avoir le droit de s'asseoir à la table des enchères et pour avoir le droit de participer, à ça, déjà, il y a 10 de consignes qu'on doit déposer, ne serait-ce que pour avoir le droit. Donc j'imagine que si on participe à l'enchère et qu'on n'a pas remporté cette enchère, ces 15 000 € nous sont rendus, sauf si on s'est positionné, qu'on ne respecte pas notre engagement, bah, ces 10 sont perdus pour le coup. Alors exactement, et puis ça va même un peu plus loin. Comme tu disais, oui, tout à fait. La consignation, évidemment, on la récupère lorsqu'on n'est pas déclaré adjudicataire. Et lorsqu'on a fait, ce que je disais, une folle enchère, qu'on est folle enchérisseur, ça va même plus loin que la simple non-récupération de sa consignation. Il va y avoir une procédure de remise en vente du bien derrière. Et
Le fol enchérisseur sera responsable de la différence qu'il y aurait entre la folle enchère qu'il a portée et la nouvelle enchère. Par exemple, une enchère qui a été portée à 100 000 euros sur une maison, la personne est en fait un fol enchérisseur. Et si lors de la remise en vente, la maison part à 80 000 euros, le fol enchérisseur a perdu un, sa consignation, et deux, il doit aligner la différence entre les 100 000 et les 80 000 qui ont été finalement adjugés. Dans cet exemple, elle est d'accord. Il y a vraiment, voilà, faire attention. C'est pas simplement la consigne des 10% qui est mise en jeu. Donc voilà. Donc si on veut participer aux enchères, faut quand même être sûr de soi, de pas faire n'importe quoi. Ça, c'est le premier point, et d'y aller vraiment dans une démarche sérieuse et volontaire. Donc on voit en tout cas ce premier filtre, donc déjà de se faire accompagner par un avocat, en fonction qui va prendre des honoraires ou non. Ça, c'est à négocier en direct en fonction de la personne qui nous représente. Le deuxième filtre, de montrer patte blanche avec cette consignation de 10%, et après de ne pas faire n'importe quoi parce que les conséquences peuvent être lourdes. Donc ces enchères, on a bien vu, encore une fois, ces annonces, les visites sur place déterminées à telle date, à qui on s'adresse pour avoir l'ensemble des documents. Tu évoquais tout à l'heure les DPE, mais si il y a d'autres choses à voir, la taxe foncière, etc. Enfin, tous les documents inhérents au dossier de l'acquisition qu'on souhaite faire. Qui c'est qui détient ces documents? C'est notre avocat qui va nous représenter, qui doit les demander à la partie adverse. On peut les demander en amont. Comment ça se déroule tout ça? Oui, bah, très bonne question. En fait, la personne qui détient toutes ces informations relatives à l'état du bien, à l'état d'entretien, à tous les diagnostics annexes, c'est l'avocat qui poursuit la vente. C'est-à-dire celui qui a été saisi par son créancier. Maintenant, de ce que j'ai compris, l'un des enjeux pour la profession d'avocat aujourd'hui, c'est de pouvoir fluidifier la transmission d'informations qu'ils ont entre eux par voie d'intranet ou des choses comme ça. Et effectivement, l'idée de demain, ça pourrait être de dire que un avocat A qui souhaite porter des enchères pour le compte de son client pourra très facilement récupérer tous ces documents annexes auprès de l'avocat B Mhm. qui les aurait publiés, par exemple, sur une plateforme interne aux avocats ou autre. Parce que aujourd'hui, effectivement, si c'est pas mis en ligne sur des services comme Licitor, à la condition que ça a été anonymisé, il faudra se rapprocher de l'avocat poursuivant pour avoir toutes ces informations. Ou bien au greffe du tribunal où le bien est mis en vente. Parce qu'il y a aussi une copie de ces documents qui est déposée au greffe du tribunal. Et en fait, grosso modo, il y a deux documents. Il y a ce qu'on appelle le cahier des conditions de vente, qui va reprendre entre guillemets toutes les règles du jeu propres à la vente aux enchères et tout ce sur quoi on s'engage en termes de responsabilité, avec du coup le deuxième document qui est le procès verbal descriptif dressé par l'huissier, où là on va retrouver toutes les photos, descriptions détaillées, diagnostics annexes, pour vraiment faire, comme son nom l'indique, une description du bien qui est mis en vente. D'accord, très bien. Pour reprendre ce process d'enchères, donc le jour J, il y a ces enchères, on a vu donc les, entre guillemets, les risques, en tout cas les engagements que l'on prend si on souhaite participer. Comment ça se déroule? Donc c'est au tribunal, il y a cette mise à prix qui est déterminée en amont, etc. On se base à partir de là. Donc sur un bien avec, je sais pas moi, qui aurait peut-être, pourrait être estimé à 300 000 euros, avec une mise à prix, disons, à 50 000 euros. Si demain, moi, je souhaite me positionner, je me dis que je veux faire une affaire, et donc j'ai envie d'en faire l'acquisition, peut-être jusqu'à hauteur de, disons, 250 000 euros, prenons cet exemple-là. Mhm. Avec, si ça se passe très très bien, je vais peut-être faire une très très bonne affaire si j'arrive à l'avoir à 150 000 euros. Donc la mise à prix à 50 000 euros, on est au tribunal. Euh, Est-ce qu'on a des stats sur le nombre de participants, ou comment ça peut se passer? J'imagine que c'est aléatoire en fonction du type de bien, du produit, de la date, etc., de la région, de tout ça. Comment ça se passe après le déroulement le jour J? Ça se fait, tu sais, on a l'image peut-être de l'enchère, ce qu'on disait peut-être à la bougie, ou alors maintenant c'est peut-être avec des moyens un peu plus au goût du jour, on va dire, Oui. avec un chronomètre, etc., avec un timer, j'en sais rien, des annonces. Comment ça se déroule et comment on peut renchérir, et quel est le déroulé de tout ça? La grosse règle du jeu, on va dire, en plus de devoir porter des enchères par l'intermédiaire d'un avocat, il faut qu'il y ait, alors c'est écrit dans les textes de loi qui régissent cette procédure, il faut qu'il y ait un délai de 1 minute 30 entre chaque enchère qui sont portées. Enfin, je ne sais pas si je le formule très bien. En fait, s'il y a eu un silence de 1 minute 30 après que la dernière enchère ait été formulée, là, la personne est déclarée adjudicataire du bien.
au plus offrant et dernier enchérisseur à l'issue de ces 1 minute 30. D'accord, donc mise à prix est lancée, 50 000 euros, on a 1 minute 30 pour se positionner. Si quelqu'un dit, bah, c'est bon, moi j'y vais pour 60 000 euros, on a 1 minute 30 pour, par rapport à ce nouveau prix référence, ainsi de suite, et jusqu'à temps qu'il y ait 1 minute 30 de silence complet. Exactement. Et puis comme c'est une procédure qui remonte à plusieurs siècles en arrière, malheureusement à l'époque le chronomètre n'existait pas encore. Et donc la manière la plus intelligente qu'on a trouvée pour mesurer ces 1 minute 30, c'était avec une petite mèche qu'on allumait au début de chaque enchère et qui, à son extinction, déclarait du coup adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur. Maintenant, avec l'évolution technologique qu'on a connue, on peut s'appuyer sur des instruments un peu plus précis, des instruments de mesure un peu plus précis, le chronomètre. Mais je sais que, par exemple, dans le cadre des ventes notariales, peut-être pour conserver l'aspect cérémoniel de la chose, il reste au fonctionnement de la bougie, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette mesure du temps par rapport à la dernière enchère qui a été portée. Il y a ce délai très très court, 1 minute 30, qui est fait peut-être aussi pour faire monter un petit peu la sauce, monter un petit peu la pression, avec toute une cérémonie autour pour voir. Je sais, comme je te l'expliquais en amont de cette émission, moi j'ai moi-même participé à la vente aux enchères, la première vente aux enchères de Bitcoin qui avait été effectuée par l'État. À travers, je crois, c'était le cabinet Drouot Mhm. en ligne. Alors bon, je suis parti avec aucun cryptoactif parce qu'ils sont tous partis au prix, voire même au-dessus. Mais il y a vraiment ces délais qui sont courts, en tout cas, et ce fonctionnement qui pousse à renchérir, à réenchérir. Et c'est un peu ce que tu disais au début. Le but, en tout cas, de cette mise aux enchères, c'est pas non plus que de, entre guillemets, plumer la personne qui a rencontré un souci d'un moment donné, mais c'est aussi qu'il puisse retomber sur ses pieds financièrement. Et donc, il y a toute cette émulation autour de cette offre. Et après, donc, pour poursuivre ce process, donc au bout d'1 minute 30, le dernier enchérisseur qui est donc désigné adjudicataire, c'est pas fini pour lui. Et même en termes d'engagement, il y a aussi des frais à prendre en compte en supplément, etc. Comment ça se déroule? Oui, bah, tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle une procédure de surenchère à chaque fois qu'une vente aux enchères a eu lieu. C'est-à-dire que une adjudication a lieu pour un bien, il y a une nouvelle mise en vente qui peut être organisée, une vente sur surenchère du coup, parce que ça donne lieu à une publicité entre-temps, où en fait chaque personne a la capacité de surenchérir sur une adjudication dans un espace de temps de 10 jours après le prononcement de l'adjudication. Donc ça, c'est la procédure de surenchère. S'il n'y a pas eu de surenchère derrière, donc on est déclaré bel et bien adjudicataire, là, il y a effectivement tous les frais inhérents à l'organisation de la vente qui sont à régler. En plus des frais classiques qu'on connaît dans une transaction immobilière, les droits de mutation, tous les frais de notaire, ça ne change pas trop. Mais là où ça se différencie, c'est que bah, par exemple, tous les coûts relatifs à le procès-verbal descriptif qui a été dressé par l'huissier, l'organisation des visites, les dispositifs de publicité qui ont été mis en œuvre pour pouvoir organiser la vente, toute la logistique qu'il y a derrière au niveau du tribunal, ça c'est ce qu'on appelle les frais préalables à la vente, et qui eux du coup sont à la charge de l'adjudicataire. Donc ça vient en plus du prix d'adjudication. À chaque fois, en fait, ces frais préalables à la vente sont communiqués juste avant la vente, en tout cas en amont de l'organisation de l'enchère, pour que évidemment l'enchérisseur puisse en tenir compte dans sa proposition. D'accord, et ça peut représenter combien? 5, 10, 15% en fonction? Généralement, on est aux alentours de 10% de la mise à prix, à peu près. D'accord, c'est communiqué en amont, on a la connaissance avant de se positionner, et donc si on reprend un exemple où ces frais seraient de l'ordre de 10%, dès lors qu'on veut se positionner, si je reprends mon exemple où je veux m'arrêter par exemple à 200 000 euros, faut pas que, en tout cas si j'ai un budget de 200 000 euros pour faire l'acquisition d'un bien donné, je dois faire mon enchère en dessous en prenant en compte ces 10%, disons 180 000 euros. Comme ça, je sais que je vais avoir 18 000 euros de frais supplémentaires, ce qui va me faire mon budget de 198 000 euros pour entrer dans les clous, parce que sinon, je vais le dépasser.
C'est ça, exactement. Ok, Il faut juste bien, heu garder en tête que ça, c'est pas des frais qui sont, proportionnels. C'est des frais qui sont fixes, qui sont communiqués en amont. C'est pas des choses qui viendront en proportion du prix, d'adjudication. On disait, 10 de la mise à prix, mais c'est pas ça le critère qu'on regarde lorsqu'on les détermine. On fait l'addition de tous les frais et débours qui ont été, engendrés et ça donne un montant fixe, qui sera, inclus dans les frais préalables à la vente. d'accord, ça sera un montant fixe qu'il faut prendre en compte ok, lors de la vente. Tu dévoilais ce délai de 10 jours. Donc, quand on arrive enfin au bout de ces enchères, qu'on est déclaré adjudicataire, on peut quand même se faire, entre guillemets, griller la politesse par quelqu'un d'autre qui aurait surenchéri pendant ces 10 jours. Ça doit se faire? La personne doit se manifester. Ça peut être, par exemple, une personne qui était intéressée par le bien, a fait les visites, mais pour X raison ne peut pas être présent, par exemple, le jour J et va dire ce bien m'intéresse à 200 000 euros, l'enchère a été portée à 180, donc la personne va vouloir surenchérir, c'est ça? Exactement. Elle a 10 jours pour le faire, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une publicité qui est faite en amont de la vente, mais aussi en aval, où le tribunal, en fait, est tenu de communiquer les résultats de chaque adjudication qui ont eu lieu dans son enceinte. Et à partir de ce moment-là, le public peut en prendre connaissance et se dire, comme tu l'as dit, ah mince, j'ai raté cette affaire-là, je me positionnerai bien dessus. Et dans ce cas, on peut organiser une vente sur surenchère. Avec quand même une petite particularité, c'est que si vous souhaitez surenchérir sur un bien, vous devez au minimum proposer une surenchère qui est élevée de 10% par rapport au prix d'adjudication. Donc, pour reprendre ton exemple d'un bien adjugé à 200 000 euros, si on veut surenchérir dessus, c'est minimum 220 000 euros. Et D'accord. après, ça repart dans exactement les mêmes modalités pratiques que lors de la première vente. C'est-à-dire même dispositif de publicité, la même logistique mise en œuvre. Et de nouveau 10 jours. Non, après, il n'y a qu'une seule vente sur surenchère, du coup. C'est la seule et dernière. D'accord. Et si moi, adjudicataire, j'ai connaissance et je peux surenchérir, par exemple, si ça m'intéresse? Si j'étais l'adjudicataire initial présent lors de la vente, Oui. et quelqu'un d'autre vient pendant cette période de 10 jours, donc augmente de 10% son prix. Si moi, ça m'intéresse toujours, même à ce prix-là, on peut toujours se positionner également Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. et surenchérir également, à son tour. Oui, oui, c'est ça. Surenchérir par-dessus le surenchérisseur, c'est ça. Oui, tout à fait, ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a qu'une seule procédure de surenchère qui est prévue, parce que sinon ce serait interminable. Très très clair, 80-90% pour résumer un petit peu tout ce qu'on a évoqué, des enchères sont des enchères immobilières judiciaires, à contrario des enchères faites par l'État ou alors des enchères volontaires. Pour ça, pour y participer, donc sur votre site Licitor, on a référence de la quasi-totalité, hein, tu parlais grosso modo de 90%, donc la totalité des ventes judiciaires qui se tiennent en France. Oui, On a les coordonnées de l'huissier ou alors de l'avocat qui est en charge du dossier pour pouvoir avoir accès aux visites, aux dossiers, etc., qui sont dans un laps de temps très, 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 très court. Si on veut participer à l'enchère, on se manifeste au tribunal, on doit se faire représenter par son propre avocat. Il y a ces 10% de la mise à prix en consignation avec tout ce qu'on a évoqué en termes d'engagement, etc. On fait nos enchères, on est bon, etc. Et à la fin, comment ça se passe? On peut, une fois on arrive au bout du bout, on peut faire un emprunt. Tiens, ça, c'est Fabio31 sur Instagram qui m'a posé cette question pour préparer cette émission. Est-ce qu'on peut faire un emprunt ou est-ce qu'on est obligé de payer comptant une fois qu'on est désigné? alors très bonne question, et j'allais y venir parce que ça fait partie des autres critères, on va dire, qui peuvent nécessiter de décoter un bien par rapport au marché classique du gré à gré. C'est que il n'y a pas de clause suspensive d'obtention de crédit. C'est-à-dire que s'il y a un emprunt à faire pour l'acquisition d'un bien, il faut avoir l'accord de son banquier en amont de la vente et pas en aval. Parce que lorsqu'on est déclaré adjudicataire, en fait, le paiement est quasi comptant. J'ai plus la période exacte en tête, mais je crois que l'adjudicataire est tenu de régler la somme due dans un délai de 2 mois à compter du prononcement de l'adjudication. Donc, c'est un laps de temps qui est très court. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si on ne peut pas régler cette somme et qu'on est un faux enchérisseur,
là, on se fait bien retoquer comme il faut, quoi. Donc c'est possible d'être financé par emprunt, mais encore une fois, attention, attention d'être bien sûr de l'avoir, car, c'est pas une condition suspensive pour l'adjudication et donc, se prémunir de tous les engagements qu'on aurait pris. Donc c'est possible, mais, d'être sûr d'avoir son crédit avant de se faire attraper par la patrouille et d'avoir des ennuis, quoi. C'est ça. OK et donc, tu parles d'un délai grosso modo de 2 mois pour, devoir régler derrière, la totalité de la somme pour effectuer les virements et cetera et cetera. OK. Tout à l'heure, tu as évoqué, un point qui me semble aussi important de voir, hem, dès lors qu'on aurait fait l'acquisition d'un bien comme ça, c'est à l'acquéreur après de se débrouiller pour, faire une éventuelle expulsion s'il y a encore, l'ex-propriétaire qui est dans les lieux et cetera et cetera. C'est pas fait en amont ça? Alors non, et c'est ça la grosse, contrainte, on va dire le plus gros, facteur de décote, je pense, dans une vente judiciaire, c'est effectivement, une occupation des lieux, par un locataire, dans le cadre d'un bail qu'il faudra dans ce cas respecter jusqu'à son terme si on est déclaré adjudicataire, ou bien encore pire par le propriétaire qui a été saisi. Là, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le procès verbal d'adjudication fait autorité d'acte d'expulsion, entre guillemets, si c'est le bon terme que je peux employer. En fait, on est déclaré propriétaire du bien à partir du moment où le juge déclare adjugé vendu, quoi. D'accord, mais on n'a pas la garantie de recevoir le bien, vide, que ce soit si c'était un bien qui est en location, on doit respecter le bail, continuer à suivre ça, ou alors soit si, l'ex-propriétaire est encore dedans, voilà, ça vaut le PV, d'adjudication vaut pour, continuer un peu le process et ça accélère. On part pas de zéro en quelque sorte, mais on n'a pas cette garantie de récupérer ce bien vide. OK, ouais. Après, il faut toujours retrouver un arrangement avec le débiteur saisi, mais c'est vrai que dans tous les cas, le débiteur saisi a plus intérêt à être coopératif vis-à-vis de la procédure parce que plus le bien se vendra bien à la barre du tribunal, moins il repartira les poches vides à l'issue de la procédure, comme on le disait tout à l'heure. Maintenant, évidemment, ça arrive, des personnes qui sont attachées à leur bien et qui ne veulent pas partir, même si la justice a sommé de quitter les lieux, quoi. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance, comme ça à avoir autour de ce type, de vente, donc les enchères, immobilières, judiciaires? Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance à voir pour un acquéreur qui souhaiterait, y aller, se positionner et tenter, le cas échéant de faire une bonne affaire? En fait, on peut résumer la chose parce qu'effectivement, on introduisait le sujet en disant que les ventes aux enchères judiciaires peuvent être un nid à bonnes affaires, effectivement. Mais comme toutes bonnes affaires, il y a certains points de vigilance à garder en tête. Là, ceux qui sont propres à la vente judiciaire, on peut les résumer, hein. Le premier, c'est que le bien est vendu dans son jus, comme on dit. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a zéro recours possible pour vice caché, puisqu'on considère en fait que un acquéreur a eu connaissance et vend toutes les informations utiles en amont de la vente, dans le fameux cahier des conditions de vente et PV descriptif dont je parlais. Ça, c'est pareil, ça fait partie des règles du jeu qui sont écrites noir sur blanc en amont de la procédure. Donc le bien est vendu dans son jus. Son état d'entretien, parfois, peut être un peu aléatoire. Là, on parle plus peut-être sur de considérations euh, d'ordre social, mais souvent, une personne qui est en défaillance et qui arrive à cette situation, on peut avoir de tout genre, mais ça peut être des biens qui sont dans un état d'entretien vraiment particulier, quoi, parce qu'ils sont plus entretenus. Du coup, ça va nécessiter des travaux de remise en état ou de rénovation pour que ce soit de nouveau disponible à de la location ou autre. Ce que je disais, le bien aussi peut être occupé, ça c'est pas une mince affaire. Il y a ce délai de paiement qui est très court, dans les 2 mois qui suivent l'adjudication. Et puis, il n'y a pas de clause suspensive d'obtention de crédit, du coup. Et tout ça mis bout à bout fait que, encore une fois, c'est pas forcément des ventes qui s'adressent à monsieur tout le monde. Il faut être bien rompu par rapport à ce contexte et fonctionnement très particulier, mais effectivement, du coup, il peut y avoir des petites perles rares qui se cachent dans le tas de toutes les annonces
qu'on diffuse. En effet, on comprend bien avec tous ces engagements, ces particularités que, comme tu le dis, ça s'adresse peut-être pas forcément à une première acquisition. En tout cas, il faut déjà avoir un petit œil sur l'immobilier, être sûr un petit peu de ce qu'on fait, poser le pour et le contre. Euh, Déjà, on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui avec cette émission et je te remercie encore pour ça, sur tout le process. Mais pour aller un petit peu plus loin, celles et ceux qui souhaiteraient encore affiner ce qu'on disait, peut-être une des bonnes façons et qui n'engage à rien, c'est d'aller peut-être participer, mais sans s'engager, en fait, de suivre un petit peu le process pour celles et ceux qui sont curieux, participer à la visite, de participer à la vente aux enchères, vu que c'est public, sans s'engager, sans donner le chèque de consignation, pour voir un petit peu comment ça se passe, pour aller sur le terrain, voir les biens et commencer à se faire un peu une opinion et à se familiariser avec ce système. Donc là, il y a la théorie qu'on évoque aujourd'hui sur cette émission, mais il y a également la réalité de terrain et c'est peut-être un des conseils que tu pourrais donner, ça, euh, pour celles et ceux à qui ça pourrait intéresser, comme moi potentiellement, c'est d'aller directement sur le terrain pour voir tout ça. Oui, complètement. C'est même indispensable, hein, je pense. Comme tu l'as dit, il y a la partie théorique, bien comprendre toutes les règles du jeu qu'il va falloir respecter si on souhaite porter une enchère. Et puis il y a la partie réalité du terrain. Comme son nom l'indique, c'est des ventes aux enchères qui sont publiques, donc n'importe qui peut y participer en tant que participant ou en tant que spectateur, que ce soit pour les visites ou pour le jour d'une vente au tribunal, D'accord, ouais, donc ça, c'est peut-être un des moyens les plus simples pour pouvoir commencer à s'immerger un petit peu dans le milieu. dans tout ce monde. Et toujours pareil, le cas échéant, de se faire accompagner par un avocat qui connaît, un avocat spécialisé qui nous sera peut-être recommandé dans notre réseau, etc., pour être accompagné de la meilleure des façons, à l'image un petit peu de lorsqu'on choisit son notaire. Pour faire les acquisitions, même d'une façon classique, de choisir des personnes qui nous ressemblent, qui nous correspondent, qui sont alignées avec nos intérêts, nos objectifs. Euh, Qu'est-ce qu'il advient après des personnes là comme ça qui se font reprendre un petit peu leurs biens, etc. J'imagine que derrière cette vente aux enchères, etc., même s'il n'y a pas forcément une expulsion qui est faite, mais est-ce qu'il y a un accompagnement après encore de l'État ou alors c'est vraiment l'avocat qui représente la personne qui en fait son affaire? Comment ça se passe derrière? Est-ce qu'il y a quand même derrière en France des choses particulières qui sont mises en place, etc., pour accompagner ces personnes? Je sais pas trop parce que j'ai la chance de n'avoir jamais eu à me poser cette question. J'imagine qu'effectivement, il y a des solutions d'accompagnement, de services sociaux peut-être pour toutes ces personnes qui bah, demain se retrouveraient sans toit. Ça peut aussi être une entente amiable entre le nouveau propriétaire adjudicataire et l'ancien propriétaire saisi. Il peut y avoir plein de cas de figure après. Mais c'est vrai que je suis jamais trop rentré dans le détail de cette question, moi. Et puis après, bon, comme tu le disais, ça peut toucher aussi des entreprises qui ont été saisies. Ça peut toucher, c'est pas forcément qu'une personne qui est vraiment en détresse sociale profonde. Ça peut être juste quelqu'un qui a un couac financièrement d'un moment donné, sans avoir une détresse sociale associée derrière. Et voilà, et le cas échéant, en effet, il doit y avoir des services d'accompagnement qui sont mis en parallèle. Voilà, il y a ça aussi, effectivement. Là, on est sur le tableau le plus noir qui soit, où une personne se fait expulser et se fait mettre à la rue. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça non plus. Mais ça peut arriver, évidemment, hein, ça fait... Bah écoute, super intéressant. Est-ce que tu as des stats sur les ventes in fine ou alors d'expérience ou ton ressenti sur la mise à prix, la valeur du bien réel et à quel niveau partent grosso modo ces biens qui sont publiés là sur votre site. Encore une fois, si on doit se projeter sur les enchères, on a vu qu'il y a quand même des contraintes qui sont un peu plus exigeantes qu'une vente classique. C'est pas pour aller acheter un bien au prix. Enfin, j'imagine en tout cas dans mon esprit d'investisseur et je pense que ça va parler à beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui. L'idée, c'est de faire quand même quelque chose. Euh, Peut-être d'acquérir un bien avec une décote de 10, 20, 30, 40%. Est-ce que toi, tu aurais une recommandation par rapport à une décote minimum pour se placer et est-ce que tu as un retour par rapport à ce qui se fait réellement? Je pense que il n'y a pas d'autre choix que de fouiner, en fait. Vraiment être à l'affût de la moindre annonce qui pourrait être susceptible de nous intéresser par rapport à la typologie du bien, critères de localisation ou autre. Ce qu'on peut voir quand même sur certaines régions dynamiques comme l'Île-de-France, par exemple, c'est que
Bien qu'on ait décidé de mettre une mise à prix était très décotée par rapport à les valeurs du bien, par exemple, 70% de la valeur du bien en mise à prix, bah, très souvent, le jeu des enchères et la concurrence entre les enchérisseurs fait monter le montant des enchères et ça arrive même parfois qu'on se retrouve avec des adjudications au-dessus du prix marché. Mais il y a aussi des fois le cas inverse, avec l'exemple extrême serait de dire qu'il n'y a aucun enchérisseur qui s'est présenté le jour d'une vente. Là, il y a ce qu'on appelle carence d'enchères. Et là, ça pose problème à tout le monde, au créancier poursuivant, parce qu'en cas de carence d'enchères, il se retrouve adjudicataire du bien à défaut d'enchérisseur. Et je vous laisse imaginer qu'une banque n'a pas forcément pour volonté d'avoir un parc immobilier dont elle ne sait que faire. Et puis c'est aussi problématique pour le débiteur, du coup, parce qu'il avait une chance de repartir avec une plus-value entre la créance résiduelle et l'adjudication. Là, il n'y a rien du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça me fait rebondir et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un quota minimum d'enchérisseurs pour que les ventes aillent à terme ou si on se présente et qu'on est le seul, qu'on fait donc du coup une enchère au niveau de la mise à prix, on repart avec à ce prix-là? Exactement. La vente aux enchères est publique à partir du moment où toutes les dispositions prévues dans le texte de loi qui régit la procédure ont été bien respectées. Et si effectivement il y a eu au moins un enchérisseur qui s'est manifesté sur la mise à prix, ça peut aussi arriver assez souvent, hein, un bien sur lequel il y a qu'un seul enchérisseur qui se présente. Donc là, il fait l'affaire du sec parce qu'il repart avec un bien à hauteur de sa mise à prix. D'accord, donc quelqu'un qui aurait un petit peu de temps, qui participe à l'ensemble, en tout cas dans un rayon donné ou sur un type de bien donné, l'ensemble des enchères, ou peut-être dans des milieux peut-être un peu moins tendus, en campagne, etc. J'imagine que dans les grosses métropoles, il y a toujours du monde qui est rompu un peu à l'exercice, comme tu disais, et il y a toujours une quantité de personnes, mais peut-être que sur des biens peut-être un peu plus atypiques ou plus petits, ou alors en campagne, il y a peut-être un peu moins de concurrence entre guillemets entre les enchérisseurs. Et là, ça peut arriver, ouais. Mm. Et puis, tout dépend de comment se sont déroulées les choses sur l'aspect pratique. Nous, évidemment, c'est un sujet qui est central puisque c'est notre métier, mais rien que l'aspect publicité qui a été faite auprès du public en amont, c'est ce qui va être déterminant sur le nombre d'enchérisseurs qui se présenteront le jour d'une vente. Et aujourd'hui, tous les avocats qui poursuivent ces dossiers ne font pas la publicité de la même manière. Certains ont pris le sujet Internet à bras le corps et trouvent ça évidemment normal qu'il y ait une publicité Internet qui soit faite. D'autres, aujourd'hui, préfèrent se cantonner à ce qui est resté écrit dans les textes de loi, hein, parce que leur métier, c'est de respecter ce qui est écrit dans les textes de loi, mais savoir que les textes de loi, ils prévoient une publicité pour qu'elle soit considérée suffisante, une publicité qui, en fait, consiste à faire une publication dans des journaux papier à diffusion locale ou régionale. Alors, évidemment, ça avait sa pertinence à l'époque où l'Internet n'existait pas, mais aujourd'hui, en fait, c'est ça qui va être le plus déterminant, c'est la publicité qui a été faite autour d'un bien mis en vente. Et puis toutes les choses annexes qui peuvent venir derrière tout ça, comment s'est déroulée la visite. Après, il peut y avoir plein de complications qui peuvent avoir lieu en cours de route, hein, si la visite n'a pas pu avoir lieu ou n'a pas bien eu lieu pour X ou Y raison, pareil, ça va peut-être en décourager plus d'un et le jour de la vente, il n'y aura pas beaucoup d'enchérisseurs qui vont se présenter. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de faire une stat sur un ensemble parce que chaque bien et chaque mise en vente a son histoire particulière, mais c'est ça qu'il faut retenir. Et si vous souhaitez vous faire une idée des prix du marché par rapport à leur mise à prix, nous, sur Licitor, on fait ce travail, cet exercice depuis 25 ans. On essaie de recenser aussi exhaustivement que possible les résultats des adjudications qui ont lieu au sein de chaque tribunal. Malheureusement, on reste tributaire de la bonne volonté des tribunaux pour nous les communiquer, ce qui n'est pas le cas de tous. Parce que, pareil, dans ce qui est prévu dans les textes de loi, un tribunal est tenu d'afficher ses résultats uniquement dans son enceinte. C'est bête à dire, mais quelqu'un qui habite à Paris et qui souhaite prendre connaissance des résultats du TJ de Montpellier, ça va être compliqué pour lui de se déplacer. C'est dommage qu'aujourd'hui, cette information ne soit pas accessible sur des services en ligne comme le nôtre, mais
c'est un sujet sur lequel on travaille. Vous avez les résultats de certains, mais pas de tous, et donc ouais, c'est intéressant aussi d'aller voir. Mais c'est ce que tu disais, moi ce que j'apprécie particulièrement à titre personnel dans l'immobilier, c'est que c'est vraiment un marché qui est tellement disparate entre déjà l'habitation, le commercial, le professionnel, entre les régions, entre les différents modes d'exploitation qu'on souhaite en faire derrière, du locatif, ou de la revente, etc. Et donc c'est vraiment, chaque bien est unique, chaque bien a une histoire et chaque bien est vraiment personnel. Et chaque individu derrière qui souhaite se lancer a une vision en plus différente, un mode d'exploitation encore une fois. Et donc vraiment toute la magie que j'y trouve sur l'immobilier. Et là, on le voit bien, on le ressent bien au niveau des enchères, ben, ça n'y loupe pas non plus, ça n'y manque pas non plus. C'est également, ça a son lot chaque vente est unique et ça a son lot de surprises Exactement. et potentiellement de bonnes surprises in fine. Ouais. Mm. Mm. Bah écoute, super, super cool. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon, encore une fois, pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur ce type d'acquisition. Donc, encore une fois, d'être curieux, le site ou l'application Licitor pour voir un petit peu les différentes annonces qu'il y a auprès de chez vous. Pourquoi pas prendre rendez-vous pour les visites, de creuser. Et puis après, pour les plus déterminés, les plus courageux d'entre vous qui nous écoutez, ben, de se positionner en respectant bien sûr tous les engagements, toutes les règles, les bons principes de base pour éviter de faire des bêtises et d'être en sécurité. Et in fine, peut-être dénicher la perle rare. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de regarder, de m'intéresser, de creuser ça un peu plus précisément. Et donc, je pense que pour 2022, mais je te tiendrai au courant si jamais ça débouche sur quelque chose, je te donnerai mon feedback avec grand, grand plaisir. Antoine, Ah bah, avec plaisir. Si tu peux aussi nous donner le résultat de la vente, ça nous intéresse. avec plaisir aussi. Avant de te laisser et te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année aussi, là on enregistre en fin d'année, cette émission sera diffusée également pour les fêtes de fin d'année, donc j'en profite également pour tous les auditeurs, les auditrices du podcast de La Bonne Fortune, pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer de bons moments avec vos proches, vos familles, etc. C'est très très important de pouvoir se ressourcer, de profiter de ces instants précieux. Et avant de te laisser, Antoine, j'aimerais bien encore avoir quelques interrogations. Déjà, ta vision sur, tu as parlé tout à l'heure de la potentielle lourdeur administrative pour les documents, etc. La vision de la blockchain dans le domaine de l'immobilier et peut-être des ventes aux enchères particulièrement. Est-ce que vous vous intéressez à ces questions? Quelle est ton approche? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu penses que ça pourra apporter dans le futur? Oui, bah, c'est plus une curiosité à titre intellectuel parce que moi, personnellement, je découvre tout juste cette technologie. J'ai pas mal de gens de mon entourage qui font plus que s'y intéresser. D'ailleurs, ils s'y investissent. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant en fait de reposer la question d'un point de vue fondamental, si je puis dire, c'est-à-dire comment serait notre monde d'aujourd'hui si la technologie de la blockchain avait existé depuis, par exemple, l'Antiquité ou le Moyen Âge? Est-ce que certaines choses seraient autant centralisées qu'aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce que la blockchain, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de registre qui est euh, public, infalsifiable, inviolable, et dans lequel, par exemple, on pourrait relater toutes les transactions immobilières qui ont eu lieu, comme on le fait au service des hypothèques quand on achète un bien et que le notaire l'enregistre au service des hypothèques. Donc, c'est vrai que question qu'on peut se poser pour demain, quelle place pourrait avoir la blockchain dans cette histoire? Est-ce que ça pourrait devenir le nouveau registre des hypothèques qui retracerait l'ensemble des transactions immobilières qui ont lieu? Est-ce qu'on pourrait pas se servir de la technologie des smart contracts pour organiser des ventes aux enchères en ligne où il y aurait plus toute cette lourdeur administrative et logistique à mettre en œuvre puisque tout serait géré par un smart contract infalsifiable, par exemple le smart contract d'une consignation tout simplement, qui dirait on porte une enchère, on dépose une consignation qui va avec, et si on n'est pas déclaré adjudicataire, cette consignation nous revient directement, sans que ça ait pas besoin de passer par 5 paires de mains différentes. C'est ça que je veux dire. Mais ça reste que des questions très dans les nébuleuses, quoi, si je puis dire. Ouais, bien sûr, ben merci de ton partage et c'est vrai que c'est intéressant. Je partage cette vision-ci. Je pense également que ça va venir bouleverser un petit peu tout ce monde de l'immobilier, mais pas que, mais surtout de l'immobilier où il y a quand même
voilà, cette latence administrative dans beaucoup, 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 beaucoup de domaines. Tu en as cité quelques-uns. Et du coup, je pense que ça va vraiment, dans les années à venir, dans les mois, dans les années à venir, apporter énormément et faciliter un petit peu la vie des différents acteurs de l'immobilier. As-tu, pour finir, une petite citation que tu aimes? Tu sais, j'aime bien poser cette question à l'invité, à l'invité de la semaine du podcast de la bonne fortune, pour voir un petit peu ce que ça représente, et est-ce que tu peux nous la partager? Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est toujours important, ce que ça veut dire derrière cette citation, c'est toujours important de bien se renseigner sur les choses en amont avant d'en tirer des conclusions. Et ça rejoint un peu le sens de la discussion qu'on avait. Bien se renseigner en amont d'une vente judiciaire avant d'envisager de se porter en chérisseur, parce qu'il y a plein de subtilités à garder en tête et à prendre en considération. Ouais, cool, exactement. Ben, super inspirant en tout cas. Ben, écoute, mille merci pour ce temps, pour ce partage, pour tout ça, Antoine. Oui, ben merci à toi. Encore une fois, donc c'est la fin de l'année, et on va repartir avec 2022 tous et toutes, j'espère, avec d'énormément d'objectifs, que ce soit d'investissement, d'épargne, de gestion d'argent, de budget, mais également des objectifs personnels pour prendre un peu de kiff, entre guillemets, sur tous les pans de notre vie, et se développer encore plus encore. Et écoute, moi j'ai passé un excellent moment. Comme je te le disais, ça m'a donné envie de m'intéresser bien plus à ce type d'acquisition. Et si tu le souhaites, c'est avec grand plaisir que je te laisse le mot de la fin pour tous les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui nous écoutent aujourd'hui. Ben merci à tous de nous avoir écoutés, et je vous souhaite à mon tour d'excellentes fêtes de fin d'année, et au plaisir de vous retrouver sur la plateforme Licitor si vous vous intéressez aux ventes judiciaires. Yes, bah avec grand plaisir, je mettrai, comme à mon habitude, tous les liens en note de l'épisode. À titre perso, on te retrouve si on veut communiquer avec toi. Tu es présent sur LinkedIn, tu es présent sur d'autres médias? Oui, tout à fait. Pas forcément le bon exemple avec toi, mais on peut me contacter sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un petit message, hein, je réponds quasi tout le temps, ou par mail aussi. C'est noté. Merci pour tout, Antoine, Ben merci à toi. et à très vite. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission, et si tu as écouté jusqu'ici, comme j'aime le dire, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Donc je te remercie mille fois pour ton écoute, ta fidélité. Je te souhaite de passer également une excellente fin d'année 2021, cette année particulière qui a vu naître ce podcast de la bonne fortune, afin que l'on puisse tous ensemble prendre en main nos finances personnelles et améliorer notre relation avec l'épargne, avec l'argent, et de faire de réels investissements qui peuvent avoir un impact sur les autres, mais également permettre de kiffer encore plus notre vie. Quant à moi, je te retrouve très très vite dès l'année 2022 avec de nouveaux projets, de nouvelles émissions, et également un programme d'accompagnement qui va voir le jour en ce premier trimestre 2022. Donc reste connecté au podcast de la bonne fortune, plein de nouvelles surprises vont t'attendre. Je te remercie encore une fois pour tout, et je te dis à très très vite. Ciao.